Deuxième partie, donc, où on a, donc je disais, 7 catégories tout à l'heure. Alors, messieurs, je viens de modifier l'ordre, donc du coup, il Oh, faudra aïe, vous aïe, aïe. adapter à ce que je vais faire. Donc, il y a le transfert le plus logique de l'été, la bonne affaire de l'été, le mercato le plus cohérent, le transfert qu'on aurait aimé voir, donc ça, c'est des choses plutôt positives. Le mercato le plus incompréhensible, la fausse bonne idée, et pour terminer, la vente miracle, qui est potentiellement positive, mais qui en fait est un commentaire très négatif sur le joueur dont on va parler, je pense. Du coup, je l'ai inscrit dans la partie négative, parce que du coup, on va dire qu'on ne comprend pas pourquoi ce joueur, je pense, mauvais, a pu être vendu ou acheté selon comment on se place. Donc, on va commencer. Donc, encore une fois, on ne s'est pas concerté. J'espère que parfois j'ai pris un peu la deuxième ou la troisième idée que j'avais en me disant la plus évidente, vous l'aurez, mais si on a tous les trois fait ça, on va passer un petit peu à côté de certaines choses. Je vais commencer par Florent avec le transfert le plus logique de l'été. Je pense qu'on aura le même. Je sais pas si on aura le même, parce que moi j'en ai plusieurs, enfin j'en ai mis plusieurs, donc Hmm. Ah, peut-être que je vais pas ouvrir le truc si quelqu'un d'autre a le même que moi que je vais te donner. Donc bon, bah du coup, je vais ouvrir, vas-y. mais je donne juste l'ouverture et puis ensuite je vous laisse rebondir. J'ai mis Camara à Monaco. Ah Ok, ouais, je l'avais je aussi l'avais dans aussi. mes candidats. Ouais, ouais. Donc je vous laisse, vas-y, Florent, je te laisse rebondir parce qu'en fait l'argumentation que tu vas donner est celle que j'aurai, je pense. Ouais, bah c'est assez simple, hein. Chouameni, si on se prend, si on s'arrête aux stats de la saison dernière, Chouameni était le meilleur récupérateur d'Europe, je crois, en termes de tacle et d'interception confondus. Euh, quand t'es Monaco, que tu le vends très cher, ce que tu vas chercher, c'est un mec capable de gratter autant de ballons et qui rentre dans une catégorie d'âge qui permet d'imaginer une vente d'ici 2 3 ans. Et en fait, Camara, je crois, sortait parmi les 2 ou 3 meilleurs joueurs au niveau européen sur ces catégories-là et dans cette catégorie d'âge-là. Donc le choix se faisait très, très naturellement. Alors il y a quand même des différences entre les deux joueurs. Hein. On dit pas du tout que ce sont les mêmes. Camara est beaucoup moins box-to-box, par exemple, que Chouameni. Il a moins de qualité, je pense, dans les 30 derniers mètres pour faire des dernières passes ou pour finir Ouais, des beaucoup, actions, tout ouais, simplement. beaucoup moins fort avec ballon que Chouameni. Voilà, moins fort avec ballon. Néanmoins, il a de vraies qualités sous pression. On l'avait évoqué, Raphaël, dans un shortlist, Hmm. où en termes de qualité sous pression, si on prenait certaines stats, là aussi, c'est un des joueurs qui se rapprochait énormément de Verratti, sans forcément toujours se servir de ces qualités-là. Donc voilà, et puis bon, il y a ce moteur qui est assez fou et qu'on a vu à la fois avec Salzbourg et avec le Mali. Et en plus, il a, je crois, 2 campagnes de Ligue des Champions derrière lui, il me semble, minimum, je Bah, pense, avec déjà, Salzbourg. Ouais, j'imagine qu'il en a deux. En tout cas, la saison dernière, c'était, je sais pas, l'un des trois meilleurs joueurs du groupe de ouais, Lille. ouais. Bah, Donc vraiment il avait, extrêmement bon. au match aller, il avait rayonné contre Lille, je me souviens. Enfin, le match à Salzbourg, je sais plus si c'était l'aller ou le retour. Il Donc, avait été excellent. du coup, voilà pour mon argumentaire, Christophe. Je sais pas si tu avais des choses en plus à rajouter, mais Non, non, c'était non. ça sur Mais Camara. si, mais alors après, tout le monde se fait la même réflexion. Mais quand tu vois la vitesse à laquelle, alors après, on n'est jamais dans les coulisses, hein, mais il semble avoir avancé. C'est un peu dommage d'avoir bouclé ça après le tour préliminaire et pas avant. Oui, c'est vrai. Parce que tu as l'impression que vraiment ça s'est fait relativement vite. Et je pense que le profil sortait tellement sur le comparatif avec Chouameni que tu te dis qu'est-ce qui finalement a manqué, surtout que je trouve le montant extrêmement faible Ouais. par rapport à la valeur du joueur. 15 millions, hein, du coup, pour le rappeler. 15 millions. Après, c'est pas moi qui fixe les tarifs, hein, mais j'ai vu des transferts à 30 millions qui me semblaient plus étonnants. En plus, il y a un Bah, potentiel de revente derrière. il y a quand Donc, même. Est-ce qu'il y a vraiment 15 millions d'écart avec Amadou Onana, par exemple? non, non, non. Le Camara est 1 ou 2 ans plus âgé, mais je vois pas. Après, c'est toujours pareil, hein. La première ligue paye plus. Il y en a un qui est européen. Non, mais en tout cas, Mais non, non, c'est bien joué de la je suis part de d'accord Monaco. avec toi qu'il n'y a pas 15 millions d'écart, à mon sens. Il lui restait combien d'années de contrat? Il me semble peut-être qu'il lui restait qu'un an aussi. C'est pour ça que Ouais, ouais, le parce salaire que était Amadou pas Onana énorme. venait de signer, donc c'est vrai Ouais. qu'il y a ces variables-là aussi, mais bon. N'empêche que je trouve que c'est plutôt une bonne affaire et que c'est une meilleure affaire pour l'instant que le japonais qui est arrivé à Monaco. On va peut-être évoquer un petit peu plus tard. Raphaël, vas-y, enchaîne et puis Florent nous donnera, parce que tu auras peut-être une de ses mentions.
Ouais, j'avais deux autres candidats en plus de Camara. Je vais commencer par un qui, pour l'instant, n'a pas forcément joué à chaque fois, mais qui, je pense, va au fil de la saison garder du temps de jeu et proposer pas mal de choses, notamment parce qu'en plus, celui qui jouait côté gauche jusque-là a été expulsé, là, je crois. Mais c'est Jimmy Cabot qui a signé à Lens, Ah oui, ouais. qui pour moi est un transfert très très logique. Alors, merci à Angers de l'avoir replacé piston. Je pense que Lens était très content de pouvoir récupérer un joueur qui, du coup, était dans un système similaire. Jimmy Cabot, qui était déjà un joueur que j'adorais, même quand il était en Ligue 2, parce que je ne comprenais pas pourquoi il était resté en Ligue 2, enfin pourquoi personne n'était allé le chercher. Et puis il y a eu des histoires de fin de contrat, il avait signé libre, je crois, en Angers. Mais non, vraiment, je pense que dans le système de Lens, il peut s'éclater. C'est un joueur très fort en 1 contre 1 qui va apporter ça, alors que Frankowski, Machado et Klose ne l'étaient pas forcément fort dans ce 1 contre 1 là. C'est des joueurs qui savent centrer, qui savent arriver au bon moment dans les zones décisives, mais Cabot, il peut vraiment faire des différences par le dribble en partant arrêté. Et puis, je pense que ça peut l'aider aussi à faire un peu de stats, à marquer des buts, à claquer des passes D dans un système où il y a beaucoup de courses autour de lui, où il va y avoir de la présence dans la surface. Il peut soit finir au deuxième, soit justement centrer pour des joueurs qui arrivent au deuxième ou qui arrivent en retrait. Et ça colle parfaitement, selon moi, à ce qu'attend Lens. En plus, il est véloce, il peut vraiment cavaler dans son couloir, il peut prendre la profondeur aussi. Je trouve vraiment que c'est bien joué de la part de Lens d'avoir récupéré Cabot à ce moment-là de sa carrière. Il y a 2 ans, ça n'aurait pas eu de sens, mais là, c'est parfait. Je fais juste une mini-insiste pour préciser qu'on va rester sur la Ligue 1. Oui, Parce que Oui. sinon, on peut faire rien que sur Nottingham Forest, par exemple, que je vais mentionner sur le chat. On pourrait remplir à peu près toutes les catégories. Donc, on s'est vraiment cantonné à la Ligue 1 parce que si tu prends des équipes comme Nottingham, comme Monza, etc., on peut partir dans trop de directions. Donc, on a vraiment resserré la focale sur le championnat français. Je te redonne la main pour ton deuxième nom. À noter que je suis donc le seul à avoir respecté la consigne du le plus et non pas les plus ou les meilleurs. ouais, À non, mais vraiment avoir fait un seul être humain par catégorie. j'en ai pris plusieurs parce que je ne savais pas lequel vous alliez citer pardon, en premier. Tu vois, comme tu as dit Camara, Christophe, j'ai bien fait d'en préparer d'autres. Non, un autre, je pense que Flo va être d'accord aussi. Par rapport au profil et à la manière de jouer voulue de l'équipe en question. En tout cas, c'est Le Penant à Lyon. Euh, je trouve vraiment que ça colle bien, qu'il peut s'entendre avec Cacré, qu'il peut s'entendre avec Tolisso. J'attends de voir comment ça va se développer au fil de la saison. Mais vraiment, dans l'idée d'aller harceler, d'aller presser haut, en tout cas de ce que prétend Bosch, ce qu'il prétendait au début de son passage lyonnais. Pour moi, c'est un joueur qui s'inscrit parfaitement là-dedans et qui, dans 1 an ou 2, quand Cacré sera parti, peut en plus prendre le relais et puis faire une suite logique à Cacré si les deux partent pas trop tôt, d'ailleurs. Mais ça me paraît être un transfert très logique et en plus, depuis qu'il est là, bah, ça marche plutôt bien pour lui. Je crois que c'est d'ailleurs peut-être le meilleur lyonnais depuis le début de saison, le plus régulier. Euh, Quand je vois les matchs et quand je lis les supporters lyonnais, en tout cas, il fait partie des 3-4 meilleurs. Florent, on te laisse boucler cette partie. Ouais, bah moi je suis allé dans les derniers mouvements du mercato. C'est vrai que finalement, après le 15 août, ça s'est quand même, je trouve, pas mal calmé, même s'il y a eu la dernière excitation avec la deadline day et quelques transferts qui sont partis un petit peu dans tous les sens. Mais par rapport en fait au début de saison de l'OM et à l'approche voulue par Tudor, ce côté un peu extrême, les en contre un derrière, je trouve ça très logique finalement que Marseille soit allé sur des profils comme Mbemba ou comme Eric Bailly. Parmi les derniers arrivés, je crois même, je me demande si c'est pas le dernier arrivé d'ailleurs pour le mercato marseillais. Il y a Harit qui est venu après. Ah oui, Harit est arrivé vraiment en toute fin. Mais Bailly, je trouve ça très logique pour l'approche. Alors je dis pas que ça va être un défenseur qui va pas faire d'erreur dans la saison, parce que de toute façon la manière de jouer de Marseille peut pousser et va exposer les défenseurs et va sans doute les pousser à l'erreur de temps en temps. Ça fait partie du truc. Mais je trouve que Bailly, pour que ce soit ton dernier mec pour couvrir toute ta moitié de terrain et couvrir la profondeur, tu peux difficilement faire mieux, je pense, quand t'es Marseille aujourd'hui et que tu dois choper quelqu'un en prêt, voilà, en fin de mercato, quelqu'un qui était en bout de bande dans son effectif. J'ai trouvé ça plutôt bien senti. Et d'ailleurs, il a fait une première, je crois que c'était un des matchs que j'avais justement vu dans le coup de cœur tactique, je sais plus si c'est Clermont ou si c'est Nice, mais il avait été très bon. Donc voilà, un petit mot pour Eric Bailly et Mbemba aussi, qui est arrivé lui en début de mercato, mais qui fait un gros début de saison parce que voilà, cette manière-là de défendre lui convient tout à fait, même si à un moment donné, je pense que ils vont se heurter à quelques difficultés face à des adversaires qui vont réussir à déjouer ce pressing. Est-ce que tu avais d'autres noms ou pas sans forcément développer J'en avais d'autres, mais ils vont rejoindre sans doute la partie sur le mercato le plus Très bien. cohérent. Donc je te laisse faire la transition.
Ça marche. Comme à chaque fois, moi j'ai une seule personne, un seul nom par catégorie, je vais à chaque fois être le premier à parler. Pour vous qui visiblement avez des solutions de rechange, moi j'en ai pas. Donc voilà, moi la bonne affaire de l'été, j'ai mis Ronny Lopez à 3. Alors il y en a peut-être des meilleurs, mais je pense que c'est l'un des plus gros deltas entre le niveau intrinsèque du joueur, le type de club auquel il aurait pu postuler, et l'effectif dans lequel il se retrouve, et du coup, l'apport qu'il peut avoir. Je pense pas que Alors, il y a un autre candidat, et je pense que vous allez le donner, mais j'ai l'impression que Ronny Lopez a vraiment changé le niveau de 3, et jusque-là, je ne comprenais pas vraiment le mercato troyen. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais pour l'AFP le président de Troyes en interview au téléphone et il me semblait quand même vachement confiant pour quelqu'un dont je ne voyais pas trop la progression au niveau de l'effectif d'une saison à l'autre. Alors, ça va pas forcément assurer le maintien, mais je trouve que avec Ugbo en pointe, ça change quand même pas mal les choses et que non seulement tu deviens vraiment meilleur sur coup de pied arrêté, meilleur, on va dire, dans l'interligne, dans le dernier tiers, mais en plus, tu vas encore plus rentabiliser l'arrivée d'un numéro 9 parce que tu auras un bon pourvoyeur de ballon. Donc, alors, ça m'étonne encore une fois que Ronny Lopez se retrouve là, même si à limite on peut se dire il a été plus ou moins post-formé à City, donc City Group, etc. Mais bon, quand on vient de l'Olympiakos, on était prêt à l'Olympiakos, qu'on appartient à Séville, c'est peut-être une forme de régression. Mais je pense que c'est un transfert qui peut directement ou indirectement rapporter une petite dizaine de points. Et rien que ça, je trouve ça assez énorme et difficilement comparable avec des joueurs qui sont peut-être des bons milieux de terrain ou autres, mais qui vont un peu plus densifier l'effectif et pas forcément le tirer vers le haut à ce point. Raphaël? Je m'attendais à ce qu'on soit sur le mercato le plus cohérent. Je spoil un peu, mais on est sur la bonne affaire de l'été. Ok. Alors. Moi, j'ai fait un tunnel de 5 minutes, donc tu as quand même eu le temps de te préparer. Oui, non, mais je suis quand même chamboulé tellement tu vas trop vite pour moi. Non, mais un joueur qu'on a déjà évoqué dans un shortlist aussi sur Coparena. Avant même qu'on le voit jouer dans son nouveau club, on se disait que c'était incroyable comme histoire, que c'était un coup fantastique. Et ça se confirme, je trouve, sur les premiers matchs. C'est Johnny Aito à Reims. Je voulais laisser. Ouais, non, mais tu savais qu'il tomberait. Mais en fait, pour deux raisons. Un, pour le niveau du joueur, qui est fantastique et qui est largement au-dessus de Reims, et je pense qu'il est top 5 Ligue 1, en termes de club, hein, je veux dire, pas en termes de joueur. Et puis parce qu'il a que 29 ans, et je pense que s'il fait une bonne saison, entrecoupée en plus d'une Coupe du Monde où il va pouvoir montrer ses qualités, tu l'as acheté 10, je pense que tu peux le revendre 20-25 assez aisément lors de la prochaine fenêtre de transfert, que ce soit janvier ou l'été prochain, parce que j'ai du mal à le voir rester très longtemps s'il est au niveau imaginé, au niveau montré en Belgique et au niveau montré sur ses premiers matchs où il a déjà fait des choses fantastiques, je trouve, par rapport au niveau du reste du secteur offensif rémois. Alors en plus, Balogun est là pour l'aider aussi à bien fonctionner ensemble et je trouve que ça marche bien tous les deux. Donc vraiment, Ito à Reims, c'est un coup, comme il y en a eu peu finalement, je trouve. Je vais aller un peu loin dans mes propos. Mais dans l'histoire de la Ligue 1, en termes de statut du club, en termes de montant dépensé pour l'avoir et de niveau du joueur quand il arrive, il est vraiment à son prime et c'est rare de voir un joueur de 29 ans venir signer à Reims qui joue le maintien en Ligue 1. Et comme on parle de Ligue 1 et non pas de Ligue 2, on ne parlera pas du doublé à l'instant d'Henri Cévé sur coup franc face à Saint-Etienne. Florent. Troisième coup franc de la saison, du coup, puisqu'il en avait déjà claqué un il y a quelques... Je sais plus si c'est la dernière journée ou celle d'avant. Du coup, moi, la bonne affaire, j'avais Ito aussi, évidemment. Je me doutais. On peut aussi, donc je ne vais pas en rajouter, il y a un shortlist que vous pouvez écouter sur Coparena où on en dit beaucoup. Déjà, Involu dit Openda sur le chat. On va garder Openda pour un peu après, parce que je pense qu'il y a toute une partie qui va concerner le RC Lens. Donc ça, on va le laisser de côté. J'aurais pu évoquer Balogun, vu le début de saison. Balogun avec Ito. J'aurais pu aussi parler d'Odebert que j'ai vraiment beaucoup aimé et pour le coup pour un mec qui arrive à 17 ans je crois à Paris, enfin de Paris, ça peut être très intéressant. Donc finalement j'avais pas beaucoup d'autres bonnes affaires par rapport à vous. Je suis un petit peu intrigué par deux joueurs qui sont deux anciens bordelais, mais j'ai pas fait exprès pour le coup. Je trouve que pour Brest, récupérer un Les Melou pour très peu, je trouve ça bien senti. Et vu son début de saison, d'ailleurs, je crois qu'il a déjà planté 2 buts, du coup, il me semble. Et 2 jolis beaux buts en plus. Ouais, et pour le coup, je pense que c'est quand même une cible qui est intéressante pour Brest, et je pense que c'est quelqu'un qui va le rapporter. Et l'autre Bordelais qui m'intrigue un petit peu, même s'il va être concurrent d'un petit chouchou
à Lille, c'est de concurrent de Zegrova. C'est Adam Ounas qui a fait une grosse rentrée d'ailleurs. Alors ça, c'est non, par contre. Ah, Il y a un écoutez, veto direct de Là, ma c'est part. l'un des rares moments où on est en désaccord. Moi, je déteste le joueur. Ouais, je Vraiment, sais. Je comprends pas ton amour pour lui et parfois, il l'aime pas trop non plus. Donc là, c'est l'un des rares schismes de Julien. Non, mais tant mieux pour lui et pour lui s'il réussit, mais pour moi c'est un truc sans qu'on ait vu des moches, c'était plus du côté il est à la con que bonne affaire, tu vois. Moi, je pense que pour le prix où ils l'ont chopé, c'est une meilleure affaire qu'un autre joueur qu'ils ont fait cet été. Donc on verra. Oui, non, bien sûr, Mais je pense les deux que peuvent bien s'entendre. Hein. les deux peuvent peut-être bien s'entendre. Mais je suis un petit peu intrigué de voir ce qu'il peut faire à Lille. Parce que c'est... En fait, je sais ce qu'il a dans les pieds, mais je sais ce qu'il a dans la tête aussi. Donc voilà, ça va être un pile ou face. Mais si ça tombe du bon côté de la pièce, ça peut faire un petit peu mal. Voilà. Je trouve Zegrova déjà plus intéressant et autant Même lui laisser s'il a le qu'un bénéfice. dribble. Mais Ouais, mais autant lui laisser le bénéfice du doute. Enfin, et pourtant, j'étais un des mecs qui croyait encore à Yann Caramo il y a pas si longtemps, Flo. Donc tu vois, je suis quand même indulgent. Mais c'est pour ça, moi Caramo, je n'y ai jamais cru. Donc la nuance est là. Caramo qui vient de changer de club. Hein. Ouais, il est parti où déjà? Au Torino, rejoindre Radonjic pour Ce qui est assez incroyable d'aller au Torino, en plus, quand tu vois les dernières années de Caramo. le Torino qui a une... Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'oublie. Il y a Gigi, il y a Persrurs, l'ancien de l'Ajax. Oui, qui et est j'oublie le cet été, troisième ouais. central. Mais oui, c'est... Gigi, c'est l'ancien de Nantes, du coup. C'est ça? Oui, Kofi Gigi. Ouais. Ouais. Et c'est Ricardo Rodriguez, le troisième central. Enfin, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Il y a Pellegrini en pointe, là, qui a 5 minutes à marquer un but refusé pour hors-jeu. Non, juste pour rebondir sur Ounas, faut pas faire une demi-heure là-dessus. Moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est aussi d'avoir pris Virginius avant. Oui, c'est T'as vrai. un milieu off qui peut potentiellement, dans l'absolu, jouer sur les 3 postes, même si chaque fois, t'as quand même un côté préférentiel. Ounas va plutôt jouer à droite. Et c'est vrai que je me dis que c'est un peu dommage finalement parce que un joueur plus âgé va prendre du temps de jeu, un autre de 19 ans qui aurait potentiellement pu faire des entrées un peu sympas, comme ça m'embêtait que Ben Arfa ait été pris à Lille parce qu'il pouvait un peu bloquer Zegrova au-delà de la mentalité, etc., qui est encore un problème différent. Après, je peux reconnaître que l'arrivée d'Ounas dans les dernières heures du mercato, tu sens que y a soit le coach, soit quelqu'un dans la direction s'est dit ouais, il manque un joueur, là, faut faire un joueur en plus très vite et voilà. On s'ennuie. On Je pense s'ennuie. que c'est Non, un petit peu ça l'idée. on va donner les coulisses puisque bossant pour des médias nordistes, collaborant notamment avec La Voix du Nord et en parler avec, je sais pas, des violettes sacrées, hein, personne qui écrit sur Lille pour La Voix du Nord. 36 heures de la fin du mercato, toutes les sources indiquent qu'il n'y aura plus de transfert. Le dernier jour ou l'avant-dernier, enfin en gros après le dernier match de Lille, pré-fin de mercato, Sylvain Armand dit bon bah, c'est bon, c'est terminé, il n'y aura plus de transfert. Donc c'était la veille. Donc c'est en gros 26 heures, 27 heures avant la fin du mercato. Et on dit ça à Fonseca en conf qui vraiment tombe des nues. Il hausse les sourcils, il ouvre des grands yeux. Il fait Sylvain Armand a dit ça, a dit qu'il y aurait plus de recrues. Ah ouais, bah non, je suis pas du tout d'accord. Les dirigeants savent ce que je veux. Et en fait, non, il faut renforcer l'effectif. Et le lendemain arrive Adam Ounas, je sais plus, vers 22h, 21h, je crois. Parce que j'ai écrit les dépêches, donc j'étais quand même au taquet. Et André Gomes tombe, je crois, à 23h52 ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a André Gomes aussi. Ouais. Je crois que c'est le dernier transfert qui tombe en Ligue 1 juste avant la deadline. Donc là, tu sens que c'est le coach qui a à la fois un joueur croisé en Italie et un autre portugais. Je pense qu'il a aussi pu donner un petit peu... Petite digression, mais il y a un gros potentiel sur ce dernier jour de Lille que ce soit quelqu'un qui se tire 2 balles dans le pied. Pied droit, pied gauche. C'est quand même 2 mecs qui n'ont pas trop de références ces dernières années. Et Dieu sait que j'étais un énorme fan d'André Gomes il y a quelques saisons. À Valence, il était incroyable. Mais c'est quand même 2 mecs qui étaient en roue libre ces derniers temps, donc pour des raisons diverses. C'est pas des coups que tu fais, c'est des gros paris. Et quand je dis paris, tu as moins de certitude que d'inconnus sur le truc. Oui, c'est l'inverse du transfert recrutement Jonas Martin, où tu sais globalement ce que tu as, quoi. Tu vas pas a priori monter très haut, tu vas pas descendre très bas, c'est un joueur fiable de Ligue 1. Mais bon, visiblement, la volonté d'avoir André Gomes et André Gomes au milieu de terrain. Ouais, la question, c'est est-ce qu'ils vont mettre les 3?
La vraie question, c'est est-ce qu'ils vont aligner les trois A à un moment priori, t'es donné. en 4-2-3-1, mais tu peux très bien mettre Angel Gomez en Bah, 10, ils donc, se sont, bah, ils se peut- sont, ça. ce week-end contre Montpellier, il y a eu les trois sur le terrain à un moment, il me semble. Parce que Il n'y en a pas un qui sort pour un des deux. je- Je suis il pas me sûr semble qu'ils qu'il y aient a un- changé de. Mais bref, passons. ouais. Bon, ça va arriver, ça va arriver. Ça va arriver. Le mercato le plus cohérent de l'été, je pense qu'on sera tous les trois sur le même. J'ai vraiment essayé de défendre une position qui n'était pas 100% la mienne, d'argumenter contre moi-même pour le plaisir de faire différemment, mais je suis obligé de partir sur Lens. Et je pense que vous êtes a priori sur la même idée. Est-ce que Ouais. quelqu'un avait autre chose? Mais la question, c'est est-ce qu'on parle maintenant du mercato de Lens, sachant qu'on a une partie sur Lens après? Non, Ouais, non, mais, c'est pour ça. mais c'est, non, j'ai un autre candidat par contre. Bah, vas-y, Raphaël. J'aime bien ce qu'ils ont fait, je sais pas si c'est le plus cohérent, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'on n'en a pas parlé dans les bonnes affaires de l'été, mais j'aime bien par exemple la venue de Nordin à Montpellier. Et globalement, je trouve le recrutement de Montpellier pas mal. Alors ils ont très peu dépensé, je sais même pas s'ils ont eu un transfert payant. Mais ils ont Kazri, Nordin, ils ont pris Mawassa, Oui. qui est pas mal depuis qu'il est arrivé. Qui d'ailleurs, de manière très surprenante, a quand même débuté la saison ailier droit. C'était pas prévu. Pour ceux qui l'auraient oublié, c'était son poste de formation à la base. Ensuite, il est devenu latéral gauche. C'est ça, quand il fait Nancy-Rennes au début, il joue plus haut sur le terrain. Ils ont aussi pris Julien, Saint-Luce qui s'ait fait, je crois, les croisés. Les croisés, ouais. Ouais, non, mais je et trouve Sacco, qui était bon à Saint-Etienne, qui a, lui, moins bien commencé. Ouais, c'est ça, ils ont pris 3 Stéphanois, mais pas les plus mauvais. Donc j'aime plutôt bien ce qu'ils ont fait. Ils font avec très peu de moyens ces dernières années. Je me souviens pas d'un gros transfert payant de Montpellier, à part Savanier, vous avez peut-être mis 10 millions à l'époque. Mais j'aime bien. Je suis un grand fan de Nordin, donc peut-être que ça joue beaucoup dans mon avis. Mais Nordin, Mawassa, j'aime bien. Christopher Julien, je pense que ça fera bien le boulot en Ligue 1. Et ils avaient quand même un gros souci la saison dernière sur le poste de central, parce qu'ils avaient parfois deux gauchers en défense centrale. Et c'était quand même embêtant parfois pour ressortir le ballon. Et dans l'idée de Dalloglio, tu dois ressortir le ballon. Alors il y a Dalloglio qui était en grand danger, et puis là ça va mieux, donc je pense que il a encore un petit sursis. Mais j'aime plutôt bien ce qu'ils ont fait avec très peu de moyens. À noter que sur le chat, ça nous parle de l'OM, Ouais, qui est justement. un candidat. Et c'est vrai que Non, c'était mais un peu Coé- mon premier autre candidat, mais je trouve que c'est presque parti dans trop de directions. Il n'y a pas de cohérence. Enfin, il y a Bah, une cohérence un peu générale sur les profils par rapport aux volontés de l'entraîneur. Maintenant, il y a eu tellement de mouvements. Mais Et ils ont là, fait ça prend, mais Ils ont fait 3 mercatos dans le même mercato. Ouais, mais c'est difficile de dire que c'est pas cohérent par rapport à ce que veut faire Tudor, pour le coup. Ça a mis énormément de temps à se mettre en route et tout. En même temps, Ouais, il y a eu après, ce changement de coach. Mais il y Après, a... tu peux pas dire que Gigot et Touré c'était pour Tudor par exemple. Non. Parce qu'il était littéralement pas là. Donc, Ça, clairement pas. D'ailleurs, Touré, je crois qu'il est pas dans la... Il est Ah, pas oui, dans il la est liste dans la des... liste européenne. Il est pas dans la liste européenne. Et je suis pas sûr qu'après l'arrivée de Bailly, Gigot joue beaucoup de matchs. Du coup, je serais pas surpris qu'on ait du Balerdi, Bailly, Mbemba par exemple dans les mais trois de derrière. mais tu vois là, de récupérer Harit dans le système Bah. en question, enfin oui, pour faire à la Bah, place de Payet ou Wunder ou Gerson, mais je pense qu'il y a trop de joueurs qui sont sur des zones un peu bâtardes, tu vois. Bah, je pense que tu peux, par exemple, faire reculer Gerson dans le milieu à deux avec un des deux Nantais, Rongi ou Vertou, et ou voir Guendouzi, et tu peux caler Harit derrière l'attaquant aussi. Après, moi, dans cohérence, le truc, c'est qu'il n'y a aucune cohérence financière dans leur projet, donc ça joue un peu dans mon avis. Oui. Oui. Tu as l'impression qu'ils n'ont pas de sous et tous les étés, ils claquent 100 millions sur des joueurs corrects qui sont corrects. C'est des bons joueurs, hein, mais je prends pas trop. Ça, on est d'accord là-dessus, mais je trouve qu'il y a quand même un gros travail qui a été fait on va dire dans la dernière ligne droite, même si c'est un petit peu gâché par tout ce qui s'est passé autour de Bamba Dieng, où là on n'a pas tous les tenants et aboutissants, je pense. Mais quand tu vas chercher Luis Suarez pour 10 millions alors que tu as Bamba Dieng dans ton effectif, bon, Alors, juste, je vous coupe, il y a quelqu'un qui défend Florent Mollet sur le chat, et voilà, ça c'est interdit, on va devoir te bannir, hein, c'est terminé pour toi. Ça fait partie des choses, 90% des sueurs de foot n'ont pas d'avis sur Florent Mollet. Raphaël en a un, il est très tranché, il n'est pas positif, donc vous ne le savez pas parce que vous n'êtes pas dans nos conversations, mais à chaque match de Florent Mollet, Raphaël est très négatif, alors que moi je suis très positif envers Dave Davlin qui me dit que je suis le sosie masculin d'Emma Stone. Je ne sais pas quoi penser, c'est pas un membre de ma famille, mais c'est les grands yeux bleus, c'est le côté grands yeux bleus, je vois ce qu'il veut dire.
Très bien. Donc, et puis ça nous parlait aussi de Paris. C'est vrai que Paris, c'est pas incohérent. Après, moi, je vais mentionner un truc de Paris un petit peu plus tard. Le mercato était très souvent nul. Là, je le trouve en comparaison plutôt bon. Mais je les applaudis plus pour les sorties de joueurs que pour les entrées où il y a des bons coups. Mais en même temps, bon, quand tu as le budget aussi, c'est aussi un petit peu plus facile de ratisser que Montpellier, par exemple, qui est obligé de faire des coups sans trop de moyens. Petite question, Christophe. Ton idée sur Paris, c'est dans la FBI? Absolument. Oui. Mais je sais. Okay. Vas-y. Je sais que du coup, tu sais ce que je prends. Le transfert qu'on aurait aimé voir. Alors celui-là, je pense qu'on ne va jamais. Et c'est vrai que Paris n'a pas pris de défenseur central. On le signale sur le chat, effectivement. Ton système à 3, c'est comme Lens. Quoi. Là, pour le coup, c'est aussi un peu le petit bémol sur Lens. C'est que tu n'as plus vraiment de remplaçant derrière et ça parle de mettre Onana en centrale. Enfin, va falloir un petit peu bricoler, Bourra, etc. Le transfert qu'on aurait aimé voir, prochaine catégorie, là, ça peut partir dans toutes les directions possibles. Et je pense que c'est vraiment inconcevable qu'on ait le même joueur tous les trois. Je vais commencer parce que je suis le maître de cérémonie, donc du coup, je m'octroie ce droit. C'est Mitoma, que j'aurais bien aimé voir soit à Lille, soit à Lyon, en tout cas en Ligue 1. Et c'est pour dire que, alors c'est finalement assez logique que Est-ce que tu peux dire qui est Mitoma? Parce que les gens ne connaissent pas forcément Mitoma, Christophe. Oui, d'accord. Donc Mitoma, c'est un joueur japonais qui est un joueur extrêmement explosif, qui est plutôt ailier gauche et qui pourrait dans l'absolu jouer deuxième attaquant, je pense, mais qui du côté de l'Union Saint-Gilloise, donc son club précédent, qui a failli être champion de Belgique, qui finalement avec le système de play-off, etc., sur la fin, a terminé deuxième et a été sorti en barrage de Ligue des Champions par les Rangers, où j'étais au stade au match aller, ils ont gagné 2-0, je me suis dit ça a passé tranquillement, évidemment ils ont perdu 3-0 au retour. Et donc Mitoma joue mes pistons à l'Union, mes pistons hyper offensifs, et du coup se retrouver dans l'absolu dans une position régulièrement déliée. C'est juste qu'en fait, il partait de tellement bas qu'au lieu de faire des courses de 30 mètres, il faisait des courses de 60 mètres avec le ballon. Avec le Japon aussi, dès qu'il rentre, il fait un carnage, enfin vraiment joueur ultra explosif, un peu dribbleur, mais sur la prise de balle, sur la conduite, en fait, il va pas faire des crochets, des feintes incroyables, c'est juste qu'en fait, il va slalomer entre les joueurs. Et il a été pris par Brighton, qui est le club parent un peu de l'Union, quoi, à qui c'est le même propriétaire. Donc ils ont aussi pris Undav, par exemple, au mercato de janvier. Ils l'avaient prêté sur la fin de saison. L'un des joueurs les plus difficiles à bouger, voilà, qui protège le mieux son ballon, et qui en fait est remplaçant de Welbeck. Et globalement, les deux ne jouent jamais. Alors ça a peut-être bougé, c'est là... Brighton gagne quasiment tous ses matchs, c'est difficile de changer le 11. Mais du coup, voir Mitoma, qui en plus a fait une très bonne première rentrée sur le banc de Brighton, ça m'attriste quand même beaucoup. Après, encore une fois, tu peux difficilement blâmer l'entraîneur qui maintient une équipe qui gagne. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et je veux dire, Guimarães, par exemple, avait eu du mal à rentrer à Newcastle quand Newcastle gagnait tous ses matchs quand il est arrivé en janvier dernier. Donc, tu peux imaginer que dans quelques mois, le discours ne sera pas le même. Mais un joueur comme ça, j'ai envie de le voir sur le terrain. Et des équipes qui peuvent jouer avec des ailiers qui auraient besoin. Lyon, par exemple, tu peux mettre à la place d'Oko et Kambi. À Lille, tu peux mettre à la place de Jonathan Bamba. Je trouve que ça aurait pu être un coup intéressant. Après, le problème, c'est que quand tu as un club comme Brighton qui a une telle puissance financière, c'est pas forcément facile de rivaliser, mais j'aurais pu imaginer potentiellement qu'un prêt, enfin, en tout cas j'aurais aimé le voir, je sais pas si c'était 100% réaliste, mais voilà, ça, encore une fois c'est l'un de mes coups de cœur de la saison dernière, et voir Kaoru Mitoma ne pas jouer, je trouve que c'est un petit peu dommage pour le football. Sans rentrer dans les détails sur Mitoma et sans citer le club, ça a été étudié par un club de Ligue 1 au moins cet été, et bon, a priori ils n'ont pas réussi à le faire. Moi je suis parti sur un joueur qu'on avait un petit peu découvert, je pense, pour la plupart d'entre nous. L'année dernière, en Europa Conference League, qui a croisé d'ailleurs la route de l'OM, et qui a même sorti l'OM d'Europa Conference League, c'est Cyril Dessers, qui se retrouve, le pauvre, à jouer le maintien en Italie à Cremonese, alors qu'il avait fait une sacrée campagne avec... oui, donc c'était bien le Feyenoord, je suis pas fou. Oui, c'était bien ça. C'est ça, ouais, il était prêté par Genk. Prêté par Genk, ouais, c'est ça, qu'il a transféré pour 6,5 millions du côté de Cremonese en Italie, où il est dans une des pires villes d'Italie, je crois, d'ailleurs, il me semble. Mais c'était un attaquant, une sorte d'attaquant très combatif, pas forcément très grand, mais un pivot très très ennuyeux pour les défenses. Et très agréable à voir, et surtout très intéressant avec autour de lui... des ailiers attirés par la profondeur et des joueurs capables de se projeter. Faut se rappeler du match de Feyenoord, le match aller, notamment face à l'OM.
Et le voir signer à Cremonese pour 6,5 millions, je me dis que il y a quasiment tous les clubs de Ligue 1 qui auraient pu le faire cet été. En tout cas, les clubs qui étaient en Ligue 1 l'année dernière. Et je pense qu'il aurait pu apporter à pas mal. Alors, je peux citer, alors, pas l'OL, puisqu'ils ont fait la Casette, ils ont récupéré la Casette, et très bien. Mais si l'OL n'avait pas fait la Casette, un Dessers aurait tout à fait pu se retrouver là-bas. Il aurait pu se retrouver à Reims, si Reims n'avait pas fait Ito. Il aurait pu se retrouver à Rennes, si Rennes n'avait pas fait Gouiri Kalimundo. Je pense qu'il aurait apporté peut-être autant que ce qu'a pu faire Laborde la saison dernière. En termes en tout cas, peut-être pas en termes d'efficacité, mais en termes d'énergie déployée sur le front de l'attaque. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aurait pu arriver et dépanner dans au moins 10 clubs de Ligue 1, alors que ça permet à Olivier de faire la très bonne vanne, la Ligue 1 privée de Dessers. On la relève, elle est très bien. Mais voilà, je pense que pour le coup, lui, c'est un transfert que j'aurais aimé voir. C'est un joueur que j'aurais aimé voir en Ligue 1. Quand je pense par exemple au FC Nantes qui a galéré pendant tout l'été pour se trouver un avant-centre, pour le coup, il n'aurait pas fait tout ce qu'a fait Kolo Muani sur le front de l'attaque l'année dernière, mais il aurait pu être un apport intéressant, même si c'est vrai que Mostefa Mohamed fait un bon début de saison quand même. Info que j'ai donnée à Christophe Kuchli, qu'elle n'est pas sortie parce que c'était dans l'équipe. Mais en début de mercato, Nantes, et à travers son staff technique, donc Comboiré, a refusé Balogun. Donc ils auraient pu avoir un avant-centre, mais il a été refusé. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui sort cette info parce que ça permet de critiquer Comboiré, parce qu'il il n'a pas voulu prendre les joueurs proposés par Kita, mais en tout cas, c'est sorti aujourd'hui par l'équipe. Et mini parenthèse avant de te lancer, Raphaël, pour dire que Cremonese a 1 point en 5 matchs et n'a pas un effectif dément. C'est-à-dire que Monza, par exemple, a énormément recruté. Et du Sensi, du Pessina, du Petagna, du Cragno, même si Cragno ne joue pas. Enfin, vraiment, il y a eu des moyens qui ont été mis. Là, la plupart des sous ont été mis sur Dessers, qui a 27 ans, donc il est plus jeune, mais il y a potentiel revente. Et en tout cas, il y a force de l'âge. Tous les clubs aujourd'hui, quasiment de Ligue 1, réfléchissent quand même en termes d'éventuelle revente sous 1 ou 2 ans si les choses se passent bien. Et moi, je l'avais vu face à la Roma. Alors, pour l'instant, il a 0 but, mais il avait fait un gros chantier. Il avait fait très mal à la Roma. Et tu sentais qu'il était au-dessus du niveau général de l'équipe, ce qui fait toujours un peu mal au cœur. Malgré tout, quand tu te dis qu'un joueur n'a rien à faire là, t'imagines un peu comme les mecs NBA qui sont très forts et qui se retrouvent dans des équipes à 10 victoires. Je me dis, c'est quand même un peu dommage. Ils gâchent un peu leurs belles années. Raphaël, quel transfert aurais-tu aimé voir? C'est un transfert qui a failli se faire. Est-ce que vous êtes capable de le trouver? Qui a failli se faire oui, c'est vrai que c'est pas du tout un indice global. Non, mais attends. Facilement. Ligue 1 qui a failli se faire de la dernière journée de Mercato, sachant que c'est un joueur qui a été envoyé dans 3 destinations le dernier jour du Mercato. Joueur déjà cité dans notre Twitch. On en a parlé tout à l'heure. Quand on parlait des Mercatos les plus cohérents, on avait eu un débat. Et, je sais pas si vous l'avez. J'ai une mémoire à 8 minutes comme les poissons rouges, j'ai oublié. Ah bon, je te le donne, Christophe. C'est Bamba Dieng à Lorient. Ah oui, tout le chat l'avait en fait. Ah ouais, parfait. Par rapport au style de jeu qu'on voit de Lorient depuis le début de saison, qui a certains aspects de Pélissier, mais d'autres très très différents sur le système, sur la manière de contre-attaquer. Les 2 équipes contre-attaquent, mais contre-attaquent différemment. Et quand tu vois les joueurs que le Brie utilise sur les côtés, donc il y a notamment Dango Ouattara, dont on parlera bientôt sur Copa Arena, l'ailier droit de Lorient qui a joué aussi à gauche et qui est un bon joueur. Je pense que Bamba Dieng, dans les 2 de devant ou sur un côté, aurait pu s'éclater, parce que Lorient offre beaucoup d'espace à ses attaquants. Et je l'aurais bien vu être associé soit à Mofi, soit à Koné dans l'axe, ou prendre le côté gauche ou droit, selon l'organisation de Lorient, qui joue souvent avec 3 éléments offensifs de profondeur, donc Mofi, Koné, Ouattara, et un 4e élément offensif qui est un peu plus joueur pour recevoir dans les pieds. Ça peut être Ponceau, ça peut être Lebris, Théo Lebris, le neveu du coach. Donc j'aurais bien aimé pour ça, et puis parce que ça aurait permis de le voir jouer au foot, ce qui n'est pas parti pour être le cas cette saison. Oui, c'est un peu comme moi pour Thomas, c'est-à-dire que les joueurs qui ne jouent pas et qu'on apprécie, c'est toujours un petit peu embêtant. Le mercato le plus incompréhensible de l'été. Oui. Alors, moi, pour révéler les coulisses, on a décidé les catégories à l'oral et ensuite, j'ai été demandé de les reporter à l'écrit, de faire un copier-coller parce que je n'ai pas pris note. Ouais. Et en faisant ton copier-coller, tu avais laissé tes 2 idées de mercato incompréhensibles. Donc, du coup, j'ai volontairement écarté ces 2 équipes-là qui sont peut-être plus haut, même si, mon choix, c'est pas uniquement mon numéro 3 et que je ferai à contre-cœur. Moi, j'ai mis Rennes
mais parce que, je ne comprends pas ce qu'ils font depuis l'année dernière avec les centraux. Prendre des centraux de défense à 3 quand tu joues à 2, j'avoue que ça n'a pas marché avec Badé. Pourquoi est-ce que tu continues? Pourquoi est-ce que tu prends Rodon? Alors après, peut-être que le joueur est bon et que je suis jamais tombé sur les bons matchs, mais je pense que ce n'est pas un bon joueur et pour l'instant, ce qu'il fait à Rennes, c'est pas incroyable. Je suis pas non plus convaincu par le fait de prendre Mandanda. Je trouvais qu'il y avait une forme d'unanimité. Alors peut-être qu'encore une fois, j'aurais tort, il n'y a pas de souci, mais j'ai trouvé que pour un joueur qui est quand même plutôt sur la fin et que je trouvais pas mal sur la fin de saison à Marseille, mais que je ne voyais pas non plus un top niveau, je me disais, bon, changer de gardien, c'était nécessaire. Est-ce que c'était le meilleur profil? Enfin, voilà, je ne suis pas 100% convaincu, même si ce ne sera peut-être pas une mauvaise idée. Et Gouiri, Kalimuendo, je trouve que ce sont des très bons joueurs. Je ne suis pas sûr de leur intégration. Alors, c'est plus des interrogations qu'autre chose, mais je trouve qu'il y avait vraiment une énorme matière et que, bon, si tu avais fait Kims, j'en parlais tout à l'heure, qui a signé à Naples, peut-être que si tu fais ça, ça règle globalement tous les problèmes et que si ça se trouve, Mandanda est bon et que c'est très bien. Mais là, en fait, j'ai un peu l'impression que tu as des bons joueurs pris individuellement en attaque, mais je sais pas sûr que Gouiri pourra bien s'intégrer, que Kalimuendo pourra bien s'intégrer. Et je me pose la question de savoir si ça fera un peu comme Doku, Souleymana, qui finalement sont des solutions de rechange et ça te permet de faire plein de choses. Mais finalement, tu as un très bon plan A, tu as un très bon plan B, mais tu n'as pas une version comme à Lens, par exemple, où tu as juste un plan A, mais ton plan A est de top niveau. Là, j'ai l'impression que tu peux faire plein de trucs, mais que ça t'oblige potentiellement à jongler, que tu seras obligé de laisser des bons joueurs sur le banc. Enfin, je suis un peu dans l'incertitude, mais encore une fois, moi, surtout la gestion de la défense à 3 et le prix, je ne trahis pas de secret. Lens n'a absolument pas compris, mais positivement, je crois que c'est 10 millions qui ont été mis sur Christopher Wu. Qui ne jouait pas à Lens. Et Lens a dit, ah oui, vas-y, pas de souci. On préfère perdre notre premier central de rotation et avoir ce montant-là parce que bon, ça leur semblait quand même vraiment surpayé. Donc bon, on verra ce que ça donne. Mais quand même, le club vendeur est étonné de la somme. C'est qu'à l'entraînement, ils ont vu des bonnes choses, mais pas non plus à ce niveau-là. Je sais pas, je vais vous faire réagir quand même rapidement sur Rennes, parce que je pense que vous deux n'avez ce club-là. Ça m'inspire, je l'ai pas mis, Christophe, mais ça m'inspire. Et je peux t'en parler des centraux, mais moi, c'est surtout sur le plan offensif que je ne comprends pas, parce qu'ils avaient trouvé une formule qui marchait bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec Tariq Laborde, Bourigeaud qui pouvait jouer coller à la ligne ou venir un peu intérieur et ça donnait de l'espace à Mayer. Et en fait, avec les joueurs qu'ils ont maintenant, je comprends pas comment tu veux jouer. C'est-à-dire que si tu mets Bourigeaud sur le terrain et Terrier, comment tu fais avec Gouiri et Kalimuendo? Les deux sont des joueurs d'axe. Surtout Gouiri voulait plus du tout jouer sur le côté à Nice. Donc qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire que tu en mets un des deux sur le banc à chaque fois, sachant que tu as Souleymana et Doku qui peuvent jouer sur les côtés. Et je comprends pas l'agencement d'une attaque à 3, par exemple Gouiri, Kalimuendo, Terrier. À part me remettre Terrier sur un côté, ce qui n'aurait aucun sens vu sa saison dernière. Donc vraiment, alors ils empilent des tas des joueurs que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'individuellement, Kalimuendo et Gouiri, personne ne va dire ouais, quelle mauvaise idée de prendre Gouiri ou Kalimuendo. Mais dans la manière de les utiliser et surtout de les associer, là, j'ai des doutes. Donc c'est pas que moi, d'ailleurs je vois quelques personnes, dont Nicia sur le chat qu'on salue, quelques Rennais qui sont sceptiques aussi, donc voilà, c'est sans doute pas que notre vision, alors qui n'est pas parisienne, on a un Parisien, un Bordelais, un Lillois, mais notre vision non rennaise qui pourra avoir ça. Florent, juste te faire réagir en un mot, t'es plutôt positif ou négatif sur le mercato rennais? Non, je comprends pas non plus, d'autant plus que leur 4-4-2 quand même fonctionnait beaucoup par... c'était pas des circuits, mais tu sentais vraiment une entente presque affective entre les joueurs, ça se sentait bien, etc. Et t'as cassé tout ça en faisant venir Gouiri et Kalimuendo devant. Et il va falloir que tu recrées ces relations. De toute façon, dans l'animation d'un 4-4-2 ou 4-2-3, c'est souvent par là que ça passe. C'est des paires ou c'est des choses comme ça qui font que ça fonctionne. Et c'est vrai que là, tu repars de zéro, quoi. Alors, est-ce que tu peux te permettre de repartir de zéro quand tu as des ambitions et quand tu as dépensé ce que tu as dépensé cet été? La question peut se poser, sachant qu'en plus, je crois que depuis qu'il est arrivé, Kalimuendo a des petits problèmes de blessures et de rechutes, etc. Et il n'a pas vraiment débuté sa saison encore. Donc, attention aux premières semaines, là, parce que tu peux prendre du retard quand même. Ce qui est bizarre, c'est que c'était logique jusqu'à Kalimuendo, parce que du coup, tu joues dans une attaque avec deux attaquants relativement axiaux, donc Kalimuendo pouvait remplacer ou Terrier ou Laborde. Et puis j'ai l'impression que le mauvais début de saison et le raté de Kim les a vraiment fait, pas vriller, ce serait un peu fort comme mot, mais dévier de route assez fortement. Et puis après, il y a l'opportunité Gouiri, et d'un coup, tu changes complètement ton fusil d'épaule. C'était un peu bizarre. Florent, quel est
ton équipe que tu ne comprends pas? Bah, en fait, il y en a deux, j'ai les mêmes que Raphaël de toute façon. Donc on va les dévoiler de suite. C'était Nice et Angers. Le problème du mercato d'Angers, et c'est pour ça que je vais faire très court dessus, on parlera plus longuement de Nice après, je pense, c'est que ça part vraiment dans tous les sens. Et il n'y a aucun joueur qui est particulièrement connu. Alors tu sens qu'ils ont peut-être fait une bonne pioche avec Salama qui était à Dunkerque et qui a été performant sur ses premières apparitions. Mais en fait, quand tu vois les joueurs qu'ils ont perdus, avec Fulgini, avec Alicho, avec Cabot, qui étaient quand même des joueurs de rotation, plus, sans parler de toute la fin de cycle de la défense, avec Romain Thomas, Vincent Manceau, Ismaël Traoré, qui étaient tous les titulaires, et qui sont tous partis en Ligue 2 d'ailleurs aujourd'hui. Thomas est à Caen, Manceau je sais plus, et Guingamp, et Traoré est à Metz. T'as perdu Pereira Lage qui jouait pas mal aussi. T'as perdu Mangani qui est parti à Ajaccio. Ouais. Et en fait, donc tous ces cadres-là qui ont accompagné Angers quand même depuis la remontée, est-ce que c'est les mecs que t'as recrutés qui peuvent les remplacer? J'ai quand même d'immenses doutes là-dessus. Et d'ailleurs, le début de saison va quand même dans ce sens-là, on va dire des doutes. Après, j'ai envie de te dire que la deuxième partie de saison dernière, elle est déjà dans ce sens-là. Aussi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils ont tout chamboulé. Mais disons que les joueurs qui sont sortis, je pense, sont quand même bien supérieurs à ceux qui sont rentrés. Et il y a le cas du gardien aussi. Tu relances Bernardoni, qui était en froid avec le coach au point d'être viré. Tu prends tes deux numéros 1, Petkovic, alors c'était compliqué, puis Mandrea, qui ont joué sur la deuxième partie de saison, sont tous les deux partis. Tu prends Fofana en fin de contrat au Havre en lui disant et en disant en conférence de presse que ça sera ton numéro 1. Et finalement, tu remets Bernardoni. Mais... Bon, rien que ce cas-là, en plus des mercatos où c'est parti dans plein de directions, Valéry qui était remplacé à Southampton, Sima qui sort d'une grave blessure que j'aime beaucoup, mais voilà, Utunji qui est parti en clash de Clermont, où Clermont l'a très mal vécu. Enfin, c'est Unou qui était en MLS et qui s'imagine plutôt 10, alors que bon, voilà. Le plus fou, c'est les retours de prêt de mecs que tu avais laissés de côté. Donc vous avez parlé de Bernardoni, mais Loïs Diony et Sabathiou, c'est pareil. Les mecs reviennent de prêt, ils jouent. Ouais. Diony, il a démarré la saison titulaire. C'est avec en plus, alors, il y a eu l'interview du directeur sportif d'Angers là, pendant l'été, qui était, je ne vais pas dire paranoïaque, mais qui disait arrêtez de critiquer Angers alors que personne ne parlait d'Angers à ce moment-là de la saison. Oui, l'interview, elle est sur l'équipe.fr. Elle est, le gars prend mal toutes les questions. Mais oui, donc tu sens qu'il y a, alors le club a vécu des événements un peu négatifs enchaînés depuis quelques mois. Mais c'est vrai que c'est un mercato très très bizarre. Alors on connaît pas, il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas, donc ça se trouve ça va être des belles révélations et ça va bien tourner. Mais la décision d'Utunji de partir de Clermont pour aller à Angers, peut-être que financièrement elle se comprend, mais dans un an, je suis curieux de voir ce qu'il en pensera. Nice, je ne sais pas comment qualifier ça. Des fois il y a un petit côté roulette quand tu as l'impression que ça tournait et puis ça mettait le doigt. Ouais. Alors, ça part sur les libres de Première Ligue. Allez hop, c'est parti. Alors c'est dommage, c'est qu'on n'a pas encore vu la vidéo que Romain Molina a sortie là, où il mentionne notamment Nice, en les citant je crois comme des pigeons ou des vaches à lait, je ne sais plus. Ils n'ont pas de directeur sportif, ils ont un mec qui est arrivé là et qui ne sait pas 100% le métier, j'ai l'impression. Il y a le mec qui était parti de Première Ligue après des textos racistes qui étaient publiés. Il y a pas mal de choses un peu bizarres. Après, il y a quand même des bons joueurs dans le lot, tu vois. Quand tu prends Diop, Laborde, c'est plutôt cool. Ouais, mais il n'y a pas de cohérence entre les joueurs, en fait. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais Favre l'a dit, Favre l'a dit, Flo, t'avais cité sa déclat sur Prime après le match. Favre le dit en conférence, alors même pas la conférence de presse, c'est sur Prime après la défaite contre Monaco, où il dit oui, on a recruté des joueurs, oui, mais il y a des joueurs qu'on a recrutés pour du 4-4-2, il y a des joueurs qu'on a recrutés pour du 4-3-3, et des joueurs qu'on a recrutés pour jouer à 3 derrière. Enfin, c'est pas exactement ce qu'il dit, mais en gros, voilà, il dit on a pris des joueurs, mais il n'y a pas de cohérence dans les joueurs qu'on a pris, quoi. Et c'est vrai que quand tu passes d'un début de mercato où tu vas faire Arrachilier, que moi j'ai trouvé intéressant sur ce que j'ai vu, qu'on avait trouvé intéressant dans Shortlist sur Copa Arena, qu'on a trouvé intéressant aussi sur ses premiers matchs, même s'il n'a pas scoré, et que tu vas chercher, que tu finis ton mercato en allant chercher du Nicolas Pepe. Et du Ross Barkley, n'oublions pas Ross Barkley. Et du Ross Barkley, même si Barkley, c'est juste pour... c'est mercato anglais, on va dire. Non, mais c'est comme Ramsey. Qu'est-ce que tu vas mettre Ramsey dans cette équipe Ramsey qui était remplaçant aux Rangers. Par exemple, sur la finale de Ligue Europa,
plus gros match de la saison. Il rentre son tir au but qui rate et c'est le seul raté de la séance. Et aussi Stengs, on nous met sur le chat, qui était titulaire et puis qui part. Oui, c'est après ça. avoir joué quasiment tous les matchs sur le début de saison. Mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas de cohérence particulière. Alors bon, bah, tu as reconstruit la Borde de l'Or, très bien. Mais la Borde de l'Or, ça marchait aussi parce que derrière, ça tournait, qu'il y avait notamment un Savanier pour leur filer des ballons. Là, le truc, c'est qui est-ce qui va mener le jeu si tu alignes la Borde et Delors ensemble? C'est Diop. Alors Diop, du coup, il va jouer sur un côté. Qui tu mets de l'autre côté? Est-ce que tu mets Pépé? Est-ce que ça veut dire que l'expérience Ilié, tu la fous sur le banc déjà? Enfin, Putain, voilà. tu vas avoir 150 milieux axiaux pour 2 postes si tu pars sur Diop, Pépé, la Borde de l'Or. Parce que ça. t'as Lemina, t'as Schneiderlin, t'as Thuram, t'as Ramsey, t'as BK. C'est pas des T'as mecs que tu vas Barclay. foutre sur le. T'as Ross Barclay, Barclay. du coup. Mais C'est pareil, pas tu des mecs vois, que tu vas foutre sur le banc facilement, tu vois. Ross Barclay, alors est-ce qu'il est encore pertinent aujourd'hui en tant que joueur en 2022? Mais quand c'était un bon joueur, c'était plus un box-to-box. Bah, tu mets pas un box-to-box généralement dans un milieu à 2. Tu vas plus utiliser un milieu à 3. Et du coup, ça colle pas avec ce que tu mets devant. Abaz nous dit il y a Rosario aussi que tu as oublié de citer dans les milieux axiaux. Oui. Donc voilà, c'est difficile à lire. Et la saison s'annonce quand même pas simple parce que en plus, Favre est quand même quelqu'un qui avait des idées assez arrêtées sur ce qu'il veut comme type de joueur. Et il s'est déjà embrouillé dans d'autres clubs à ce niveau-là. Et là, après le mercato qui vient de se passer, je pense que la suite risque d'être un petit peu agitée. On va dire à la fois pour lui et pour les dirigeants niçois. La fausse bonne idée, maintenant, rubrique suivante. Moi, j'ai mis Renato Sanchez à Paris. Je pense être l'une des personnes qui a le plus de réserves sur Renato Sanchez. Non, tu m'as sold, mais je te laisse poursuivre et je rebondirai dessus après. Je trouve que déjà, il choisit un peu ses matchs, c'est-à-dire que la meilleure version de Renato Sanchez en Ligue des Champions, notamment, très bien. Le restant de l'année, j'ai plus de mal. Et d'ailleurs, Lille est champion avec Soumaré titulaire. Et pourtant, j'ai beaucoup de réserves sur Soumaré. Et par Renato Sanchez, il y a les problèmes de disponibilité. Ça, tout le monde le sait. Il suffit de voir le fait qu'il a dû jouer, je crois, 40 ou 45% des minutes disponibles avec le LOSC. Je trouve qu'il dépasse très bien sa fonction, mais qu'il n'assure pas beaucoup sa fonction. C'est-à-dire que sur l'aspect positionnel, je trouve qu'il a des lacunes qui n'ont jamais été réglées. C'est-à-dire que tu lui demandes d'aller vers l'avant, d'aller... En gros, investir une autre zone que la sienne, ça va. Pour gérer celle qu'il occupe, je suis un peu plus mitigé. En plus, alors ça, c'est pas de sa faute, mais pour moi, je me trompe peut-être, on verra l'utilisation qui est faite de Solaire, mais pour moi, Solaire a quasiment le même poste. Je comprends pas trop ce qui était évoqué, comme quoi il pourrait jouer le numéro 10. Il peut jouer côté, mais plutôt sur un profil... un peu hybride, qui peut être défensif, un peu comme quand Saúl Ñíguez joue côté, mais c'est pas plutôt un numéro 10, normalement c'est plutôt un joueur qui joue un cran plus bas. Et pour moi, Fabian Ruiz va aussi occuper le poste que Renato Sanchez peut occuper. Donc c'est-à-dire que là maintenant, pour moi, il a un, voire deux concurrents qui sont arrivés. Et je pense que Fabian Ruiz est meilleur que lui, donc je ne sais pas trop quelle sera son utilisation. Et encore une fois, je trouve que l'équipe tourne bien, mais qu'il faut faire des différences relativement bas sur le terrain. Alors oui, il va faire des super dribbles. D'ailleurs, il a fait des matchs comme ailier. Je me souviens d'un match comme ailier gauche, je crois, face à Montpellier avec Lille, où il doit réussir 10 ou 11 dribbles. Enfin, vraiment meilleur que des purs ailiers. Mais je suis pas 100% convaincu. Je sais qu'à Lille, ils n'étaient pas tous 100% convaincus par le profil de Renato Sanchez en interne. Qu'il y a un côté, je pense, un peu plus flashy que régulier et que c'est pas forcément ce que tu attends à Paris, sauf, encore une fois, après, si tu estimes que ce joueur-là va faire quelques apparitions de temps en temps. Après, est-ce que c'est pas un mec qui peut te faire du bien à la 60e en Ligue des Champions quand il rentre, tu vois? C'est ça, si vraiment tu le prends sur un aspect de joker, oui, mais j'ai l'impression qu'en fait, on ne l'a pas vendu comme ça. Si on estime que c'est un profil vraiment qui va jouer 700-800 minutes en Ligue 1 et qui va faire de rentrer à la 60e à la place genre de Vitinha que tu trouveras trop conservateur, là, effectivement, ça s'entend plus, surtout qu'il se sublime souvent dans les grands matchs. Mais j'avoue que moi, Renato Sanchez, j'ai jamais trop compris la hype un peu, en tout cas la vision qui est de ce joueur qu'on envoyait à Liverpool ou autre. Pour moi, il n'a absolument pas le niveau de ces clubs-là sur un rôle majeur. Je le vois quand même assez loin de Fabian Ruiz, par exemple.
Ouais, bah, moi, Enfin, je suis peut-être beaucoup plus négatif et beaucoup trop négatif non, par rapport à vous et par rapport à ce qu'il est vraiment. Hein, mais voilà, le joueur que j'ai vu au quotidien m'a jamais 100% convaincu. non, mais sur Renato, il y a un truc très simple, c'est quand tu compares. Déjà, tu le vois à Paris, aujourd'hui, bon, dans un milieu à 2, même si on parle beaucoup du potentiel milieu à 3 que voudrait ressortir Galtier assez souvent, mais dans un milieu à 2, bon, bah, c'est associé à Verratti. Bon, pour sortir de la pression, est-ce que tu as besoin d'un mec à côté de Verratti quand tu as déjà 3 défenseurs centraux derrière? Je pense pas. Donc Renato, sur sa qualité principale de sortir de la pression, bah, il n'est pas forcément très utile. Tu as plus besoin d'un mec justement pour compenser ce qui se passe devant, et ça c'est ce qu'a très bien compris Vitinha dans ses premiers matchs. C'est sur du jeu sans ballon qu'on va attendre le deuxième milieu du Paris Saint-Germain. Une capacité à se projeter, à jouer plus haut, à aller dans des zones avancées et à chercher à se démarquer. Et là, pour le coup, c'est pas sur ces qualités-là que Renato se distingue. Peut-être même qu'un joueur comme Soler ou qu'un joueur comme Fabien Ruiz va plus se distinguer dans ce rôle-là à la Vitinha que Renato s'il doit le tenir. Donc voilà, le truc que je voulais ajouter sur Renato Sanchez, où en Tant effet... que tu es lancé, tu pourras enchaîner. Ouais, bah, je vais enchaîner. Alors moi, est-ce que j'avais une FBI? Non, mais j'avais la même que toi en fait. J'avais Renato Ah, aussi. bah comme quoi. Et si, bon, bah après, on revient au niçois, mais les transferts qu'on n'aurait pas aimé voir, c'est un petit peu la même chose. Et c'est Ross Barkley et Aaron Ramsey, quoi. Ouais, même si bonne idée, est-ce que des gens pensent que c'est une Oui, bonne non, idée? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'avais aussi la catégorie le transfert qu'on n'aurait pas aimé voir, qu'on avait évoqué. À noter qu'une fois, j'avais pris donc cette idée de fausse bonne idée, la FBI, dans un abécédaire que j'avais fait pour la Voix des Sports et où j'avais mis ça pour le W, parce qu'il n'y a pas grand monde, pour Jordi Welcome, recrue éphémère de Monaco. Effectivement, je ne sais pas si des gens ont cru que c'était une bonne idée, mais elle était fausse. C'était pas une bonne idée. Raphaël, à toi. C'est un joueur que j'aime bien, que j'apprécie, que j'ai adoré à une époque, mais qui, je pense, a été vu trop beau, notamment sur un match. C'est un peu le Sergei Semak japonais. Ah. C'est Takumi Minamino, qui, alors encore plus avec Philippe Clément, pour moi, n'a aucun sens dans le projet Philippe Clément. Minamino, c'est un joueur qui a besoin de jouer dans l'axe, qui a besoin d'une équipe qui va passer par l'axe, qui va combiner dans l'axe, qui va presser, ce qui pour le coup colle plutôt bien depuis quelques semaines, hein, depuis le passage de Monaco au parc, où Monaco s'est mis à presser très haut et continue dans cette idée. Mais quand je vois le secteur offensif monégasque et le niveau d'un Golovin dans une équipe comme ça, le niveau d'Embolo, le profil de Ben Yedder et le retour à venir de Kevin Folland, je vois pas quand est-ce que Minamino va jouer un match important. Et de toute façon, je le trouve moyen depuis qu'il a quitté Salzbourg. Alors il s'est rempli, il s'est étoffé physiquement, mais il a moins d'agilité. Et finalement, il est excellent dans aucun domaine. À Liverpool, il faisait ses stats en jouant des petits matchs ou en faisant des entrées en jeu. Là, je le trouve à la rue sur le plan d'explosivité, sur le plan de la vitesse d'exécution. Et vraiment, ça me paraît très difficile pour lui de s'imposer. Alors, ils ont payé que 15 millions, mais le contrat va être long. Je sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être qu'avec Kovac, il aurait été intéressant entre les lignes, là, dans le 3-4-2-1, à la Diop un peu. Mais là, j'y crois pas. Pour finir, accélérer un petit peu, là, j'ai assez tard, on fait très long. La vente miracle, moi j'ai mis Bradaric à la Salernitana. Parce que pour moi c'était le plus mauvais joueur de Ligue 1 ou pas loin. J'imagine que c'est pas son vrai niveau, mais depuis un an et demi, c'était cataclysmique. Attention, parce qu'à Lille, il y a la malédiction du mec qui arrive pour jouer latéral gauche, Gudmundsson, c'est dramatique depuis qu'il est là aussi. Parti pour Ouais, 5 mais il y a eu le millions. truc inverse avant. 5 millions du coup, Bradaric, pour préciser. Ouais, c'est ça aussi. En plus, je ne vais même pas filer 1 million. C'est que tu as eu aussi Balou Touré et Youssouf Koné qui ont fait 4 bons mois et qui ont été vendus, je crois, 15 et 9 millions. Alors qu'au final, c'était pas du tout leur vrai niveau, qu'ils étaient surprotégés dans le système de Galtier à l'époque. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais oui, Bradaric, qui à Lille était limite en réserve. Je dis limite parce qu'il jouait pas non plus en réserve, mais il a joué 400 minutes la saison dernière. Il n'avait pas du tout le niveau. Franchement, ses apparitions, franchement, c'était un sujet de blague, hein, sans vouloir être méchant avec lui. Il y a eu quand même des moments très difficiles. Et donc à Lille, par exemple, c'était Diallo qui joue le défenseur central droitier, qui jouait latéral gauche parce qu'il ne voulait pas mettre Bradaric. Et donc ils l'ont vendu 5 millions à la Salernitana. Bah, écoute, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, comment ils ont même pu le repérer parce qu'il ne jouait pas. Mais bravo à Lille pour cette vente. Raphaël. Pardon, je pensais. J'en ai deux.
C'est plus sur les sommes que sur les joueurs. C'est pas des joueurs que je trouve vraiment mauvais, mais les sommes m'étonnent. Le premier, c'est Julian Biancone, Nottingham Forest, 10 millions d'euros. Ouais, je l'avais aussi, ouais. 10 millions d'euros pour Julian Biancone. Franchement, j'ai rien contre le joueur, je le trouve pas spécialement mauvais ou moins bon qu'un autre, mais enfin, c'était un latéral droit correct de Ligue 1, quoi. Est-ce qu'il vaut Donc, 2 Bradaric? Est-ce qu'il vaut vraiment 2 Alors, Bradaric? il vaut 2 Bradaric, mais je pense que Bradaric ne vaut pas 5 millions, donc c'est ça le problème, c'est un peu le souci. Et j'en ai un Ou autre, est-ce qu'il vaut 1 Lorienté? Parce que Lorienté à Sassuolo, a priori, c'est 10. avec ce transfert que je comprends pas non plus pourquoi il est à Sassuolo maintenant. Enfin bon, bref. Non, mais l'autre transfert que j'ai, mais parce que le joueur est en perdition depuis très longtemps et qu'il a été aussi vendu 10 millions, et ça me paraît beaucoup, c'est El Bilal Touré. Il a été vendu 10 Almeria, millions. c'est ça? Ouais, Almeria. Ouais. Oui, il est parti remplacer Sadik, qui a signé à la Real. Mais 10 millions quand même pour El Bilal Touré. Alors ça se trouve, il fera une très belle saison et dans un an, ils le vendront le double ou le triple. Mais voilà. Mais bien on connaît 10 millions, je pense que c'est quand même le top. Et je pense que Troyes était très content de recevoir cette offre pour un joueur qui était dans le 11, mais qui n'était pas un joueur impactant. Et Florent, je te laisse conclure cette partie. ouais, ben moi c'est un joueur dont je n'ai. Alors, je suis partagé parce que c'est vrai que c'est un joueur. Quand tu vois le chemin qu'a pris sa carrière, c'est une suite logique. Mais que Lille mette 14 millions d'euros sur Mohamed Bayo, Tout le monde l'attendait. Moi, je l'attendais ici. c'était. On en discutait avec un ancien collègue qui est désormais dans un club et qui nous disait qu'il ne comprenait pas comment c'était possible, sachant que, sans parler des qualités du joueur, ses problèmes sont quand même connus depuis longtemps dans le milieu du foot, même à l'époque de Dunkerque, il me semble que ça évoquait déjà qu'il avait ses démons, Oui. etc. Et qu'un club mette quand même ce prix-là pour cet été, pour ce transfert-là, c'était quand même un risque. Bon, après, lui a fait un petit peu exploser en vol dès son arrivée, en sortant juste avant le match contre Paris. Mais voilà, c'était un risque qui existait et que ça pète à la gueule aussi vite du LOSC, ça me surprend pas forcément. Et là, il va falloir quand même faire un gros travail chez toutes les parties, je pense, pour qu'ils puissent revenir et qu'ils puissent vivre, au moins traverser une saison normale après ce qui vient de se passer. À noter qu'il était sorti donc au Cartel, qui est le bar le plus hype de Lille, du vieux Lille. Donc c'est-à-dire que si tu veux te faire reconnaître, fais ça quoi. C'est la moyenne d'âge est à 25 ans, il y a pas mal de mecs donc, qui du coup vont reconnaître un joueur du LOSC. Enfin voilà, t'es pas sur une soirée privée dans une boîte ultra et t'es dans un bar où moi je rentre. Enfin voilà, c'est pas un truc select pour les VIP. Même toi, tu Donc rentres. voilà. Non, Christophe, c'est quelqu'un à Lille, hein, je peux te le dire, il a du réseau. Hein. Absolument. C'est là-dessus. Florent, t'avais pas de deuxième joueur? On reste sur Bayo uniquement. Non, j'avais bien Koné aussi. Et par contre, dernier truc, la vente pas miracle du tout. Et ça te fera plaisir, Christophe, on l'a pas évoqué, mais c'est Rajkovic qui part pour 2 millions à Majorque. Où là, c'est quand même surprenant. Voilà. Il lui est resté un an, je pense aussi, non? Ça doit être un truc comme ça, j'imagine. Je sais pas, mais il C'est était. vrai que ça- Si on prend les valeurs transfer market, il était estimé à 9 millions, il part pour 2. Ah, Donc voilà. Eh bien, très bien. C'est là-dessus que s'achève cette très longue deuxième partie.